C'est tout ça? Non, j'étais... Tu sais qui c'est qui fait ça? Et puis après, il y en avait une des Nous, on est allés dans le Bonsoir à tous. On ne sait pas comment entamer sans le masque, alors je vais procéder donc à l'appel des élus. Azéma est présent. Bérard Mathieu a donné le pouvoir à Tatibo Pascal. Ordonnable Martine. Oussaba Mohamed. Cavalieri Doro Patricia. Présent. Castro Patrick. Delavoie Martine. Présent. Duprat Monique. Elias Manuel. Fort Marlène, j'ai reçu sa démission. Gage Gabriel. Présent. Gallet Didier. Gali Gisèle. Présent. Gava Chantal. Présent. Ouaro Cathy. Présente. Souris Younes. Présent. Massacrier Joël. Présent. Mélina Annick a donné pouvoir à Tessa Daniel. Oliviera Eric. Présent. Pontieu Philippe. Présent. Prader Nathalie. Présente. Robin Philippe. Présent. Sanz Gérard. Présent. Scapin Patrice. Présent. Tatibo Pascal. Présent. Pensa Daniel. Présent. Terrier Marie. Présent. Roselle Nadia. Présent. Zampel Joséphine. Présent. Alors, suite donc à la démission de Marlène Faure, tous ces colistiers de la liste Ensemble pour Haute-Rive ont décidé aussi de démissionner, donc elle ne sera pas remplacée. Si vous voulez, ce que l'on peut faire, étant donné qu'elle était présente dans 3 commissions, je propose, si vous voulez, de la remplacer si quelqu'un d'entre vous veut la remplacer. Alors, c'était la commission scolaire. La commission commerce et artisanat et la commission communication. Il y avait ensuite le CCAS. Donc je vous propose donc Patrice Capin pour la commission scolaire, Didier Gallet pour la commission commerce artisanat, Patrice Capin pour la commission communication et Patrice Capin au CCAS. Alors, je propose donc Cathy Rowe comme secrétaire de séance. Le premier point, donc, il s'agit de l'approbation du procès verbal de la séance du 29 mai. Y a-t-il des remarques sur ce compte rendu? Non, pas de remarques, donc adopté à l'unanimité. Le premier point, il s'agit de la désignation des délégués au syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique de la base vallée de l'Ariège. Alors nous sommes allés rendre ce syndicat intercommunal parce qu'on utilise donc ceci pour arroser le terrain stade René-Mazel. Alors jusqu'à maintenant, donc, ça concernait surtout les agriculteurs. On préférait que ce soit des agriculteurs qui nous représentent, et là il faut que ce soit des élus. Et donc je fais appel à la candidature. Donc, il y a 2 titulaires et un suppléant. Donc Pascal Tatiboué s'est déjà proposé comme suppléant. Tu es titulaire ou pas? Oui. Oui. Qui se propose encore comme titulaire pour cette... Patrick Castro. Patrick Castro, mais ne veut pas la main trop haut, une fois que je te vois. Le siège est à Salon. Oui. Je ne sais pas si c'est ça, la toi c'est l'Ariège. Parce qu'on a également, donc on réalimente le canal de fuite aussi. Oui. On a tiré le ligne d'eau jusqu'au... Un suppléant, il nous manque un suppléant. Ah, Martine. Martine.
non, c'est bon. Donc je propose comme titulaire Pascal Tatiboué et Patrick Castro comme suppléant de Martine de la Borne. Y a-t-il des remarques? Non. Je mets quand même au vote qui est contre, qui s'abstient. 4 abstentions. Élection des membres de la commission des impôts directs. Alors, on a fait une liste là où on a mis un peu tout le monde, mais ici c'est une première proposition. Donc, s'il y a des choses que vous souhaitez changer, on peut le faire. Déjà, je ne sais pas ce qui vous a été envoyé, mais Pascal Tatiboué, qui était numéro 22, laisse sa place à Mohamed Boussarda. Et je ne sais pas s'il y a d'autres changements, mais est-ce qu'on adopte cette liste-là, sachant que sur les 32, il n'y en a que 16 qui seront retenus, 8 titulaires et 8 suppléants qui sont retenus par les impôts. Oui, on aurait aimé d'avoir un élu dans les 8 premiers pour être membre de la commission. Non, mais c'est pas, ils ne partent pas à notre pratique circuit, ils piochent Au hasard. Parce que les premiers, c'est Souchon, ce n'est pas des élus. Hein. Et être 2 dans les 16 premiers. 2 dans les 16 premiers, alors pour l'instant, vous êtes quoi? Alors, vous êtes où là? Tati Veil et M. Yannick Arthur. Donc, alors on propose donc qui est-ce qui laisse sa place à Patrice dans la première partie? Le premier. Annick Mélina, Marie Terrier, Gabriel, Gisèle Gali, Gala Chantal, Massacri et Joël, Pontier Philippe. Pontier Philippe laisse sa place. Donc on change. Pontier Philippe 22 et Patrice, non, pardon, 20 et Patrice Capin 16. Ah non. Avec ces changements, c'est bon, la liste est adoptée à l'unanimité. Merci. On va attaquer le budget de l'eau. Alors, on commence par l'affectation des résultats. On avait donc voté le compte administratif avant l'élection, avant le 15 mars. On avait trouvé donc qu'on avait un excédent de fonctionnement ou d'exploitation de 257 893,10 €. Donc c'est cet excédent qu'on doit affecter. On propose de l'affecter en recette d'exploitation au 002 pour 130 000 € et en recette d'investissement au 1068 pour 127 893,10 €. C'est ce qu'on a fait régulièrement depuis pas mal de temps, dans les 130 000 € en fonctionnement, et mettre le reste donc en investissement. Sachant bien sûr qu'il n'y a pas besoin de couvrir le déficit d'investissement, puisqu'il y a un large excédent. Y a-t-il des questions? Non? Oui. Oui. Oui, j'aurais tendance à considérer que l'excédent de fonctionnement de clôture est à 257 000 € de poussière et d'investissement brut donc 1 million d'euros. Ici, on déduit les RR, donc on tombe à 247 000 €. Moi je pense que il n'y aurait pas de résultat à affecter en section d'investissement. Et les 257 000 € permettraient de baisser peut-être un peu le prix de l'eau. En conservant des excédents assez intéressants en section d'investissement qui permettraient peut-être de limiter très considérablement le recours à l'emprunt, même s'il n'est pas très élevé. Donc moi je propose une affectation de résultats nuls, 10,68, et de conserver en section de fonctionnement l'excédent de fonctionnement de 257 893,10 € et de façon récursoire de baisser un peu le prix de l'eau. Particulièrement démagogique, ce que dit M. Keller, le sait. Sachant que le prix de l'eau est de 0,83 m3, que ceux qui habitent sur les coteaux, ils ont un prix de l'eau à 1,39 €. Bien.
Alors, la proposition de M. Gallet, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, votre proposition est rejetée. L'autre proposition, donc, un solde disponible reporté de 130 000 € en exploitation, 127 893,10 € en investissement, qui est pour? Qui s'abstient? 2 abstentions, qui est contre? 2. Les orientations budgétaires donc, sur le budget de l'eau. Donc, vous avez d'abord un sommaire, ensuite l'inventaire des installations, vous avez tous déjà regardé tout ça. Ensuite, les chiffres prix de l'activité du service, donc avec le prix de l'eau, 0,83 le mètre cube. Avec les éléments constitutifs du prix de l'eau, parce que 0,83 bien sûr c'est le prix de base, se rajoute l'agence de l'eau qui fonctionne à 8 centimes et la lutte contre la pollution qui fonctionne à 33 centimes. Donc ça fait un prix de vente réel à 1,24 € pour le client. Ensuite, vous avez le prix des prestations. Vous avez donc les résultats de 2019 dont on vient de parler. Donc la proposition d'affectation de résultats. La dette qui reste donc un capital restant de 425 000 €, qui bien sûr n'est pas excessif étant donné l'excédent d'investissement qui est à plus de 1 million. Simplement, donc, il faut savoir que notre réseau est quand même assez vieillissant et donc il faut qu'on garde une bonne enveloppe pour pouvoir faire les travaux sur ce réseau. Alors, il y a des premières propositions qui sont faites donc, ici sur les travaux prévus en 2020. Alors, il y a surtout un grand projet de travaux sur les quartiers, donc il y a Wilson et la Fajole. Alors 600 000 €, bien sûr, on n'a pas encore lancé les marchés. On ne peut pas savoir combien ça va coûter, je pense que ça sera quand même bien moins. Plus tous les autres renouvellements, remplacements, clôtures, etc. Donc au total des travaux de 724 000 €. Ce qui va nous donner donc un budget prévisionnel avec les propositions en exploitation donc, de 928 000 € et en investissement donc, de 1 318 703,79 €. Voilà, balayer rapidement le débat sur le budgétaire de l'eau. Qui a des questions? Des remarques, des questions? M. Gallet? Quelques petites remarques, c'est que l'autorité quand même est bien pourvue. Pardon, excusez-moi. Autoril est bien pourvu en production de potable et en capacité de stockage, vu que je crois qu'on doit à peu près consommer 1300 mètres cubes le jour, quelque chose comme ça. Et si on regarde les points de répartition par rapport au nombre d'abonnés, plus de 4900. Donc c'est vrai qu'on a quand même de belles capacités de production. Voilà, c'était juste une petite observation. Oui, que vous allez me poser au château d'eau auquel on avait réfléchi ensemble en 2008. Non. Alors sur ce débat, donc, je mets au vote donc, qui est contre, qui s'abstient, 4 abstentions. Alors, bien sûr, sur le budget, donc, on va avoir grand-chose de plus à dire, hein, puisqu'on a déjà parlé ici des investissements. Alors, il faut comparer, alors, évidemment, sur le débat, il y avait une comparaison entre les dépenses et les dépenses donc, budgétées cette année et les dépenses réelles en 2019, donc elles étaient excédentaires, mais là si on compare budget à budget, effectivement, c'est beaucoup moins évident, puisqu'on avait
sur le budget donc, en fonctionnement, donc en exploitation, on avait 911 000 € de dépenses donc, sur le budget 2019, on passe à 928 000 €. Ce n'est pas donc une grosse augmentation. Hein. Et en investissement, donc, on avait donc un investissement 1 148 000 en 2019, on passe à 1 318 000 en 2020, c'est dû donc au résultat d'exploitation qui s'est rajouté. Y a-t-il des remarques, des questions sur ce budget, donc budget primitif donc, de l'eau 2020? Y a-t-il des remarques? Monsieur Oliver. Oui, c'est pour les charges de caractère général. Il y a une augmentation d'à peu près 110 000 €. Alors, je vais le lire. Hein. Il y a une augmentation qui se... si on regarde par rapport au réalisé. D'accord. Mais si on regarde par rapport au budgété, donc si vous l'avez sur la page 3 de la section d'exploitation, vous avez donc, on passe de 412 000 à 414 000 par exemple. Donc, en fait, on prévoit toujours un peu plus. D'accord. Pour avoir un excédent ensuite. Monsieur Galli. Oui, juste effectivement, l'observation que je faisais tout à l'heure par rapport à l'affectation du résultat, mais là, on voit le résultat, hein, c'est-à-dire un budget qui a une sincérité, voilà, qui est ce qu'elle est. Donc effectivement, quand on a des recettes importantes, que ce soit en section de fonctionnement ou d'investissement, effectivement, il faut gonfler les dépenses, même si on ne les réalisera pas. Et effectivement, ça sera un principe général du droit budgétaire, c'est le principe de la sincérité budgétaire. On est obligé de gonfler les dépenses, même en sachant qu'on ne les réalisera pas. Pourquoi? Parce que les recettes sont importantes. C'est pour ça que tout à l'heure, je proposais... oui. Voilà. Je sais, votre proposition, elle me convient aussi. Hein. Je ne veux pas dire que je n'ai pas d'opposition à faire sur cette proposition. Simplement, ce que je sais, c'est que donc, ce réseau, il est vraiment en mauvais état. Et donc, il y aura beaucoup de travaux. Donc, je pense qu'il faut quand même qu'on fasse cet effort sur la partie investissement. Parce que ça peut se comprendre aussi. Y a-t-il d'autres questions? Juste les charges de personnel, c'est la convention que vous avez passée, c'est-à-dire c'est pas du personnel affecté au budget à caractère industriel et commercial, c'est juste un passage conventionnel entre le budget général et trois employés qui voilà, une partie de convention, on évalue les charges de personnel donc, qui travaillent pour le compte du budget de l'eau, et par voie conventionnelle, on transfère ces charges. C'est ça. Alors, on sur le 013, ensuite la fin d'année. Y a-t-il d'autres questions? Bon, s'il n'y a plus de questions, donc je le mets au voix. Qui est contre ce budget? 4 contre. Qui s'abstient? Et le reste est pour. Alors, sur le budget, donc, passons au budget général, affectation des résultats. Donc, là, vous allez me dire que, effectivement, je vous ai suivi, M. Gallet. Il ne reste plus qu'à faire la proposition de baisser le taux de la taxe d'habitation, ce qui n'est pas possible, vous le savez. Alors, donc, en fait, on avait donc, un compte administratif où ça apparaît un excédent de 2 138 638,96 €. On se rend compte, donc, un investissement qui a un déficit déjà réalisé, un autre manière à réaliser. Donc, on a besoin de financement de 468 533,60 €. Alors, donc, on propose l'affectation suivante, bien sûr les 174 366,47 € restent donc en dépenses d'investissement, et les 2 138 638,96 €, on les répartit donc
en mettant, on a arrondi, c'est-à-dire qu'on aurait pu mettre 468 563,60 en virement à la section de environnement au 10,68, mais on a gardé 1 600 000 en excédent intérieur reporté et le reste, donc 538 638,96 €, on le reporte donc en investissement. Y a-t-il des questions donc, sur cette affectation de résultats? Oui, monsieur. Excusez-moi, Allez-y, allez-y. Possibilité là aussi. Donc moi je proposerais une affectation de résultats différente avec deux volets. Soit on laisse l'excédent de fonctionnement donc au 0,02 1,6 million en baissant les taux d'imposition des taxes directes locales, soit donc on affecte le résultat, on porte au 10,68 le montant de l'emprunt qui a été porté en section d'investissement du budget, soit 874 000 €. En d'autres termes, on augmente l'exécution du virement de la section de fonctionnement de 538 338,96 €, augmenté du montant de l'emprunt qui est porté au budget primitif. Là, je peux pas vous suivre. Voilà. Dans tous les cas, cet emprunt, ça permet il y sera quand même cet emprunt, puisque le virement qui figure sur le budget 2020, ce virement, si vous ne le laissez pas 1 600 000 €, il n'aura pas la même valeur. Donc là, je suis désolé, mais vous trompez, monsieur. Si vous portez si vous portez 874 000 €, vous baissez le 1,6 million d'excédent de fonctionnement de clôture, on n'a pas le budget sous les yeux là, mais... Oui. Vous le laissez de 874 000 €. Ça veut dire que vous portez au 10,68 une recette supplémentaire de 874 000 €. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin de l'emprunt de 874 000 €. Mais si, j'en aurais besoin pareil, puisque mon virement de la section de fonctionnement sur le budget 2020, il sera diminué de 874 000 € aussi. Là, je suis désolé. Là, on peut le voir aussi comme ça. Tout à fait. Tout à fait. C'est une possibilité que je... Non, ça change. À mon avis, ça ne change rien, effectivement. On aurait pu le faire vite, mais l'emprunt, il était toujours nécessaire pour les investissements qu'on a prévus. Par rapport aux investissements, oui, si vous avez prévu des investissements, oui, tout à fait. Sinon, on le reverra tout à l'heure. Alors, je propose donc de voter uniquement sur notre proposition, l'affectation des résultats, donc, un solde d'exécution d'investissement de 174 000 et quelques, un excédent intérieur reporté sur le fonctionnement de 1 600 000 et au 10,68 538 638,96 €. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? On passe au débat d'orientation budgétaire. Je n'ai pas noté qu'il y avait 4 comptes, je n'ai pas dit. Les contrôles et après, voilà, les contrôles. D'accord. 4 comptes. Alors, sur le débat d'orientation budgétaire, donc, bon, il y a une partie introductive, propos introductif. Les grands titres, donc l'année 2019 c'était une année de rattrapage des grands projets. L'année 2020 va prolonger cette dynamique. Le bouleversement dans les tendances budgétaires de l'État. Actuellement, donc, on nous promet quand même de conserver nos dotations. Donc, Les communes sont des acteurs majeurs incontournables. On propose d'adopter un budget de relance et on parle de l'arrivée du lycée. Sur les principales perspectives d'environnement macroéconomique. Donc il y a eu des mesures de confinement, l'économie française a fonctionné à environ 35% pendant cette période de confinement.
On a une baisse record du PIB de 5,8% au premier trimestre, au deuxième trimestre, donc elle sera encore supérieure. Il est à craindre que le chômage augmente très significativement. Les finances publiques vont souffrir durablement d'un effet ciseau entre les dépenses qui vont augmenter aussi vite et les recettes qui vont rester stagnantes. Simplement, il semblerait qu'à court terme, l'inflation devrait rester modérée. Les marchés financiers, pour l'instant, sont stabilisés avec un intérêt toujours très bas, hein, comme on a vu encore hier à la communauté de communes, c'est des emprunts à moins de 1% pour le prêt relais, c'était un peu plus de 1% pour le prêt. Sur la loi de finances d'urgence, un budget primitif 2020 qui doit être... on nous laisse jusqu'au 31 juillet pour fixer notre budget primitif. Hein. On n'abuse pas parce qu'on le fait le 24 juin. Donc, pas grand-chose à dire. Les modifications dans le calendrier de vote des taux. Alors, effectivement, les taux des impôts locaux, donc, on pouvait les voter jusqu'au 3 juillet. Si on ne les votait pas, c'était les mêmes qui étaient conservés. C'est ce qui est le plus important pour nous. Et on voit à la fin de la page un objectif national d'évolution des dépenses de fonctionnement qui pour les communes serait de 1,1%. C'est l'objectif. Sur l'analyse rétrospective de notre budget, alors, simplement, si on compare de 2014 à 2019, on voit qu'il y a quand même une baisse de la dotation de l'État, hein, qui a été assez importante, puisqu'on est descendu de 2 656 000 en 2014 à 2 278 000 en 2017, mais maintenant, donc, ça se maintient, et ça même augmente un peu, parce qu'il y a un effort qui a été fait sur la dotation de solidarité rurale par l'État, en particulier, comme nous bénéficions de la DSR cible, notre dotation est en augmentation. Alors on voit donc ce que ça donne quand même sur le camembert, hein, que en fait c'est les impôts et taxes qui font quand même la grosse partie de nos recettes, près de 2 tiers. Un quart pour les dotations de l'État. Sur les dépenses, donc, alors les dépenses en 2019, elles ont été maîtrisées, sauf pour les charges de personnel, où je m'étais expliqué. Et c'était en fait, il y avait pas mal de choses qui étaient entrées en ligne de compte. Il y avait des doublons du fait que des personnels partaient en retraite, mais avaient encore des congés, donc ça a été remplacé. On a 94 000 € qui correspondaient à des doublons. Ensuite, on avait donc l'application du RIFSEC qui était pour 60 000 € et d'autres, le passage de titulaire à stagiaire qui nous avait coûté dans les 15 000 €. Et puis le GVT normal qui était de 2,3% à plus de 110 000 €. Donc c'était une explication pour cette augmentation de près de 300 000 € sur le 0,12. Le reste est à maîtriser. Avec un excédent de fonctionnement important, donc, qui pourrait être de 40%. Sur la section d'investissement, donc un effort a été fait donc, en 2019 important. Alors, si on regarde les recettes, donc, on voit qu'il y a une dotation de fonds propres, donc le FCTVA, 933 000 €. Bon, ça, c'est un peu un effet en course d'aubaine, puisque, en fait, le FCTVA qui est là-dedans, il était de 600 000 €, et en fait, il venait en grande partie de ce que nous devait la communauté de communes qui avait encaissé pour nous le FCTVA pour les travaux réalisés en 2017-2018 et que
Et donc, ça nous a été reversé qu'en 2019, alors que la commune l'avait encaissé. C'était de l'ordre de... peut-être pas si il y avait 200 000 qui correspondaient à notre FCTVA à nous, et plus de 400 000 qui venaient donc de la communauté de communes. On a eu des subventions assez importantes qui étaient supérieures à celles de 2017-2018, et puis donc il y a une empreinte de 1 200 000 € qui était aussi un peu... Je m'étais engagé à ne pas emprunter plus de 900 000 €, mais quand j'ai vu que c'était qu'on empruntait à 0,60%, je me suis dit, pour assurer nos investissements futurs, ça serait aussi bien quand même d'emprunter un peu plus. Donc on a emprunté 1 200 000 €. Si on regarde le tableau du bas, il y a quelque chose qui se rajoute donc en opération d'ordre, 1 607 000 €. Ça vient du transfert du pool routier, et donc c'est à la fois en recette, on était versé par la communauté de communes, et c'est à la fois en recette et en dépense, donc il ne faut pas en tenir compte dans le camembert. Le camembert, on n'a presque pas dû le faire là, puisqu'il est faussé par ces opérations patrimoniales. On aurait dû faire un camembert sans les opérations patrimoniales. Donc, indépendant d'investissement, ce qu'il faut regarder, c'est surtout donc, sur les chapitres 21 et 23, donc, on a en tout 2 700 000 € d'investissement dépensés. Donc 2 700 000 €, on peut dire que l'emploi d'1 200 000 € pour investir 2 700 000 €, c'est pas quand même exagéré. On peut voir sur la page suivante l'état de la dette, donc, avec donc, les annuités et le capital restendu. Donc vous voyez qu'on se maintient à peine un peu au-dessus de 8 millions, sachant que donc, si on fait le ratio donc, capital restendu donc, divisé donc, par l'excédent de fonctionnement, qui est un ratio important, c'est-à-dire si on choisissait que notre excédent serve que pour ça, que pour payer la dette, ça ferait donc 5,3 ans pour arriver 5,3 ans donc, de fonctionnement pour aller rembourser totalement la dette. C'est un ratio qui est correct. L'emprunt d'1,2 million n'est pas compté là en 2018. Il est compté, oui, il est compté. On le verra tout à l'heure dans le tableau donc, du budget. Il est compté. Ensuite, donc ce qu'on vous propose, c'est pour passer. Oui, excusez-moi, Ouais, le bon axe. En termes d'emprunts garantis, vous les incluez pas? Les emprunts garantis, non, ils ne sont pas là-dedans, ils figurent dans le budget. Ils figurent dans le budget, mais alors, jusqu'à maintenant. Vous les incluez pas dedans? Non, c'est partie de notre dette. C'est la dette des bailleurs sociaux. Oui. Et donc jusqu'à maintenant, ils ne nous ont pas demandé grand-chose pour rembourser. Donc, j'espère que ça continuera comme ça. Sachant que sur les bailleurs sociaux, nous garantissons 30%, mais les départements 70% quand même à chaque fois. Sur le programme pluriannuel d'investissement, donc les propositions qu'on vous fait, donc, bon, c'est un peu à la louche, Sur le pool routier, donc, à peu près 400 000 € chaque année pendant 3 ans. Sur l'agenda d'accessibilité programmée, donc, 150 000 € en 2020, 300 000 en 2021, 190 000 en 2022. Pour la passerelle, 40 000 d'études donc en 2020, 600 000 en 2021, 600 000 en 2022. Pour la requalification des axes majeurs, et en fait c'est surtout la RN20, enfin la RD 820, 150 000 en 2021, 180 000 en 2022. L'aire de camping-car, on propose donc aussi 30 000 en 2021, 80 000 en 2022.
L'aménagement de l'ancienne gendarmerie, bon, ça, on essaie de le faire que sur 2 ans, donc 206 000 en 2020, 225 en 2021. Également, pareil pour l'église de la Madeleine, 150 000 en 2020, 700 000 en 2021. Et enfin, la salle des fêtes, là, je pense qu'on s'est arrêté à 2022, mais je pense qu'il y a 2023 qui a été oublié. Sinon, elle ne serait pas très chère. L'achat du terrain pour le lycée que nous prévoyons donc sur 2020, par contre, là, puisque bien sûr, on est engagé avec la région. Alors, tout ça, ça nous donne un budget prévisionnel, donc. Alors, toujours pareil, j'ai du mal à comparer le budget prévisionnel avec le réalisé. Je préfère faire la comparaison avec le budget précédent, on verra ça tout à l'heure. Donc, je vous propose donc un prévisionnel en fonctionnement à 11 306 000 €, un investissement à 5 497 000 €, tenant compte des restes à réaliser. Alors, quelles sont les perspectives donc, et les orientations qu'on propose? D'abord, la poursuite des grands chantiers lancés en 2019, le lancement d'autres opérations d'envergure, le lancement d'études techniques de faisabilité, la mise en place à court terme du dispositif Bourg-Centre, restaurer l'attractivité du centre-ville, être solidaire du territoire, faire d'Hauteville un bourg-centre durable et connecté. Accompagner bien sûr l'implantation du lycée, faire d'Hauteville un territoire résilient qui va s'adapter au changement climatique, la rendre plus sûre en prolongeant l'extension de la vidéoprotection, la rendre plus durable et plus sûre avec comme projet phare la réalisation de la ferme photovoltaïque, améliorer la qualité de l'air ambiant des bâtiments, favoriser le mode de déplacement doux, favoriser la modernisation de la voirie communale, améliorer la préservation de la biodiversité en ville, accroître la maîtrise des dépenses de fonctionnement et accompagner la montée en compétence des services. Tout ça, c'est pour ceux qui n'aiment pas les chiffres, donc on a aussi quand même des belles phrases. Des belles phrases. Donc, en conclusion, ce que nous vous proposons, donc, c'est d'améliorer le cadre de vie, d'accroître l'attractivité, de moderniser, d'être efficient. On observe la bonne santé financière de la collectivité et on espère que ça va continuer comme ça. Cette bonne situation nous permet de maintenir les taux des impôts locaux, de maintenir la tarification des tarifs des cantines à l'AE, piscines, salles de spectacle et à l'Égorant. Nous essaierons de diversifier les ressources de financement en obtenant bien sûr des subventions importantes. Nous voulons bien continuer à maintenir le soutien aux associations et un investissement, donc, poursuite de la réhabilitation de la mairie, réhabilitation de l'église de la Madeleine, poursuite de l'aménagement de l'ancienne gendarmerie, études portant sur la création d'une passerelle et pour le routier. Voilà les conclusions. Je vous écoute s'il y a des questions sur Mme Cavaliero. Alors, moi j'ai quelques questions en fait. Ah, pardon. Alors, déjà qu'on ne voit pas, si en plus on n'entend pas, ça va être difficile. Alors j'ai plusieurs questions. J'ai été quand même assez surprise d'une hausse du budget de fonctionnement du CCAS qui passe de 123 000 à 170 000. Je n'ai pas fini, excusez-moi. Je me rappelle que quand nous étions aux affaires en 2016-2017, elle était de l'ordre de 80 000. Donc, alors, je comprends ceci étant... Oui. Je ne peux pas répondre au fur et à mesure ou il faut attendre la fin, je pense. Comme vous voulez. Oui, non, je termine. Et puis je termine parce qu'en fait, je voulais quand même motiver mon intervention. Donc, c'est-à-dire que je comprends tout à fait que l'action sociale est
beaucoup d'importance, notamment eu égard à l'environnement économique délétère que nous connaissons. Toutefois... Vous répondez pour moi, là, en fait. Non, je ne réponds pas pour vous. Je ne sais pas, je voyais. Non, parce que je n'ai pas fini, et là je pense que je ne réponds pas pour vous. Alors moi je constate simplement que le fait d'avoir créé énormément de logements sociaux, d'avoir, et maintenant vous vous attaquez au bourg-centre avec les logements sociaux, mais on en parlera tout à l'heure, il est bien évident que ça appauvrit la ville. La ville est déjà une des dernières en termes de pauvreté. Donc on continue avec cette politique. Évidemment que bientôt on sera à 200 000 € pour le CCAS. On fait venir une population qui, ne l'oublions pas quand même, est exclue par la métropole. Hein. Tout ça, la métropole les fait partir, Muret les fait partir, et Haute-Rive est en train de les récupérer. Ça va s'associer également à une délinquance qui va être galopante. Déjà, elle n'est pas très mal. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Et j'estime, dernier point, qui se rapproche toujours avec cette somme, à mon sens, beaucoup trop élevée, consacrée au fonctionnement du CCAS. Continuer à faire grandir la ville en termes de population, ça me semble un petit peu exagéré, ou plutôt ambitieux, en ce sens que, en termes de structure, route, espace, etc., je veux dire, ça ne suit pas, hein, il faut quand même le dire. Et d'autre part, avec les logements sociaux, et donc cette population que vous attirez, je ne sais pas comment on va régler, comment on va faire quand la taxe... Là, je crois que vous êtes exprimé. Hein. Oui, je vous laisse parler. Oui, je vais bien répondre. Les logements sociaux, d'ailleurs, pendant 2 ans, on n'a pas eu de construction de logements sociaux. Alors, je ne sais pas d'où ils viennent, tout d'un coup, on est à moins de 10% de logements sociaux sur Haute-Rive. Donc, l'évasion, elle est loin, l'évasion. Hein. 10% de logements sociaux sur Haute-Rive. Et les chiffres sont les chiffres de l'habitat du secteur de la communauté de communes. 10% de logements sociaux sur Haute-Rive. Alors, arrêtez de me dire qu'il n'y a que ça, c'est pas vrai. Ensuite, sur le CCAS, il y a quand même une chose qui a été faite par nous, qui n'avait pas été faite avant, c'est que les employés sont comptés dans le budget du CCAS. Donc les 2 employés, donc cette somme vous trouvez importante, dedans il y a les salaires des 2 employés, ce qui n'était pas avant, puisqu'ils étaient simplement mis à disposition. Là, ils sont mis à disposition, mais en plus ils sont comptabilisés dans le budget du CCAS. Le CCAS qui après, donc on va verser 80 000 € là-dessus pour les employés les employés du CCAS, mais le CCAS va nous rendre ces 80 000 € dans le 0,13. Donc c'est une augmentation fictive. Mais par contre, ça c'est une augmentation fictive, mais l'autre augmentation qu'on a faite par rapport au budget 2019, ça elle est réelle. J'ai choisi effectivement, on a choisi ensemble, de mettre en plus 30 000 € de subvention au CCAS pour justement les bons de course et tout ça, tout ce qui a eu une grosse demande, je vous assure, pendant ces 3 mois, et je pense qu'elle ne va pas s'arrêter là. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir répondu, parce qu'effectivement, la première notion du personnel, bon, ça n'existait pas à l'époque. Donc je comprends mieux quand même, parce que je trouvais que c'était quand même... ça faisait beaucoup. Ouais. Voilà. Je suis d'accord, ça faisait beaucoup, mais c'est sûr que si on sort... Il y a 30 000 € de plus pour les aides, et le reste c'est du personnel. Ok, d'accord. Non, mais là, je comprends mieux. Quoi, il faut s'exprimer. Et alors, dernier point, quand vous parlez des véhicules, est-ce que vous envisagez, justement, peut-être pour faire des économies, au lieu d'acheter des véhicules qui vieillissent, etc., qu'il faut réparer... Oui, non. Oui. Bon, non, pourquoi? Pourquoi? Non, parce que honnêtement, si je loue, je dépense en fonctionnement.
Et donc, mon objectif, c'est de dépenser moins en fonctionnement pour pouvoir investir. Et effectivement, on préfère acheter les véhicules, puisque ça intervient à ce moment-là en investissement, même on récupère la TVA en plus. D'accord. D'accord, voilà. Donc, alors quand même, on va terminer sur une note positive. Je suis ravie que vous continuiez la réhabilitation de l'église de la Madeleine et qu'elle soit très bientôt ouverte au culte. C'est vrai que je vous ai dit très bientôt, ça veut dire quoi? Parce que moi je ne 2021. Je ne connais pas la fin de 2021. 2021. Oui, mais oui. Vous avez peut-être rendu compte qu'il y a eu 3 mois là, qu'on n'a rien pu faire. Je sais. Le dossier de constitution des entreprises est en train d'être monté, et donc il y aura peut-être un décalage. Mais j'espère bien Noël 2021. Voilà. Bon, mais ceci étant, donc je motive tout simplement, nous ne voterons pas ce budget, ce débat d'orientation budgétaire, parce que nous ne sommes pas d'accord avec certains points. Voilà. On n'était que sur les orientations pour l'instant. On n'est pas au budget, on est juste aux orientations. Aux orientations. Donc, ces orientations budgétaires, il y a-t-il d'autres questions? Patrice. Oui, j'ai quelques interrogations là, concernant ce DOB. Que je ne maîtrise pas totalement, donc j'ai besoin de vous... Il y a M. Gaillet à côté, alors là, franchement, alors là, ça marche pas. Là, ça marche pas. Je découvre ça depuis la semaine dernière, donc je ne sais pas tout. Sur la page 10, là, dans le chapitre analyse rétrospective du budget communal, au paragraphe au quotidien, sur les recettes de fonctionnement, vous parlez des marges de manœuvre pour améliorer les ressources. Et il est écrit donc enfin, engager le travail d'optimisation fiscale, notamment sur les biens vacants. C'était un sujet qui nous tenait à cœur pendant notre campagne et on voudrait savoir si vous avez prévu de changer de mettre en place une taxe sur les friches commerciales et industrielles ou pas. Sur les terrains constructibles, oui, il y a déjà une taxe. Les terrains constructibles qui ne sont pas construits, il y a une taxe. Et sur les biens vacants? Sur les biens vacants, il y a une taxe aussi. Elle bouge pas. Non, mais elle ne bouge pas la taxe parce que ce qu'on fait, on fait la recherche des logements. Est-ce que les logements sont réellement vacants? On est en train de faire ça en ce moment. Bon, c'est un peu juste parce que on avait prévu de faire ça à partir du 1er mars et actuellement il s'est passé quelque chose donc qui fait que... Donc on a écrit à tous les propriétaires de logements qui sont dits vacants et ils nous répondent en ce moment. Et s'ils ne sont pas vacants, vous savez qu'il y aura plutôt que la taxe de logement vacant, il y aura la taxe d'habitation à payer. Et donc c'est le dernier moment pour rentrer encore des taxes d'habitation. Et en plus, quelque chose qui ne coûte rien aux locataires, puisqu'en fait c'est l'État qui le paye. Donc nous, ça rentre dans nos caisses, on est en train de travailler là-dessus. Oui, je pense que la question était essentiellement sur la taxe sur les friches industrielles. Il n'y a qu'une commune dans le département qui l'a mise en application et ça marche assez bien. Quoi. En fait, comme il y a quand même quelques friches industrielles, si elles se réduisent. Vous avez bien compris qu'elle est restée de moins en moins. Oui, oui. C'est un levier intéressant, la taxe sur les... Et en plus, c'est très facile à mettre en place. Et on cible les immeubles. Ce qui fait que les propriétaires qui font de la rétention pour d'immeubles vétustes, je peux vous dire que quand ils ont pris 1 an ou 2 ans de taxes sur les friches industrielles, quand même, c'était la question, je crois, de Patrice. Juste par rapport à ça, sur la taxe sur les friches, donc vous parlez bien de friches industrielles, donc en termes de bâtiments, c'est essentiellement des bâtiments industriels que vous viseriez, ou des terrains. Il faut savoir qu'on a donc un projet de lancer la révision du plan local d'urbanisme, et qu'en fait, ce type de mise à plat, y compris, vous auriez pu évoquer les questions de taxes d'aménagement, aussi, qui, avec la sectorisation par exemple, c'est une réflexion qu'il faut conduire avec l'évolution du document d'urbanisme. Donc dès qu'on aura travaillé, avancé, je dirais, sur le projet d'aménagement et développement durable, ça nous permettra de voir aussi, par rapport à ces
éventuelles friches restantes, qu'est-ce qu'on envisage comme projet pour l'avenir et de voir l'opportunité aussi de la mise en place. Parce que quelque part, il faut à la fois effectivement le mobiliser, quand on souhaite le mobiliser rapidement, en tout cas que ça se renouvelle très vite, puisque la taxe, ça a quand même un caractère aussi assez incitatif pour le propriétaire à vendre le bien ou à aménager. Et vu la situation de l'entrée de ville d'Haute-Rive, je pense qu'il y a quand même une réflexion d'urbanisme à conduire avant de saisir cette opportunité. D'autres questions? Oui, il y en a d'autres. Dans la liste des investissements, on parle du coût routier. Il y a un aller-retour entre